Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Nous sommes le 6 octobre 2015, les marchés actions qui confirment leur rebond technique qui a débuté la semaine dernière, à la clôture d'ailleurs du trimestre, des marchés actions européens, des grands indices boursiers zone européens qui ont tenu les supports majeurs du grand marché haussier en place depuis 2009. Un Eurostoxx 50 qui a réagi sur 3000 points, le support pluriannuel dont la traduction se trouvait à 9340 points sur le DAX et 4250 points sur le CAC. Les objectifs à court terme ne sont pas atteints, 4700 points sur le CAC, 10 000 points, pourquoi pas, sur le DAX, alors qui sous-performe malgré tout, parce que certains titres des poids lourds du DAX, notamment le titre Volkswagen, ne participent pas à ce rebond technique pour des raisons légitimes. Les marchés actions repartent à la hausse, en tout cas reprise technique après une correction du troisième trimestre pour, je vois, deux raisons fondamentales à cela. La première, l'écartement du risque de voir la Fed relever ses taux cette année. Et oui, c'est perçu comme un risque par le marché. Je vais vous montrer une illustration pendant que vous prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Il s'agit donc d'une capture d'écran Bloomberg qui vous donne les probabilités implicites de voir la Fed relever ses taux cette année. Et ces probabilités ont chuté. Alors vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Mais voilà en clair désormais comment se projette le marché. Et donc pour les deux réunions monétaires de l'année 2015, le marché n'envisage pas de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds. Et ça, avec un marché qui conserve ses vieux mécanismes de raisonnement, c'est perçu donc comme une chose positive pour les marchés actions. Les prix des actions qui peuvent donc encore se reprendre, portés notamment par les secteurs massacrés au troisième trimestre, l'énergie, les matériaux de base, les matières premières dans leur ensemble, mais aussi des secteurs très liés à l'économie et à la croissance économique, notamment le secteur de la distribution. Alors, à cela s'ajoute aussi la poursuite du nouvel an chinois et la fermeture des places boursières chinoises qui réouvrent à nouveau à partir du 8 octobre. Alors, cela enlève la volatilité qui pouvait être générée par les soubresauts de Shanghai. Forcément, lorsque la session européenne débutait avec un Shanghai qui faisait -4, ça aidait pas. Et d'autre part, le marché commence à aussi envisager qu'il perçoit désormais avec plus de clarté l'amplitude du niveau du ralentissement économique chinois. Alors, il ne faut pas s'emballer, admettons que pour le moment, c'est un rebond technique. Alors, ce rebond technique sur le CAC 40, je vise depuis le début de semaine les 4700 points du CAC. Et j'y crois encore aux 4700 points du CAC. Je ne vais pas revenir ce matin sur des graphiques de moyen long terme. Je pense que nous vous en avons montré suffisamment, notamment hier, lundi. Mais je vous rappelle que tous les indices boursiers en données journalières de la zone euro bénéficient de divergences haussières visibles sur tout un panel d'indicateurs de momentum, notamment l'indicateur technique RSI et surtout l'indicateur technique MACD. Celui-là a plus d'impact pour le moyen terme parce qu'à la base, il est composé de moyennes mobiles qui sont donc beaucoup plus lentes à réagir que l'indicateur technique RSI. Alors je suis plus confiant lorsque je vois des divergences haussières sur le MACD pour ce qui est donc du swing trading. C'est donc pour cette raison, si vous voulez vérifier ça par vous-même, je vous laisse aller chercher votre graphique du CFD FRA 40 en données journalières et en affichant le RSI. Sinon vous avez l'article CAC 40 d'hier. J'ai mis en avant cette divergence positive qui est aussi présente sur le DAX et surtout sur l'Eurostoxx 50. L'avantage qu'elle soit présente sur l'Eurostoxx 50, c'est que tous les investisseurs internationaux la voient. Pourquoi? Parce que le CAC, il ne le regarde pas, le DAX de façon marginale, l'Eurostoxx 50, oui. J'en veux pour preuve le volume 50 fois supérieur à celui du CAC pour l'Eurostoxx 50, et bien 10 fois supérieur à celui du DAX pour l'Eurostoxx 50. Alors, le CAC 40 a hier brisé la ligne de coup d'une structure de creux en formation arrondie, ou rounding bottom, que vous voyez bien ici sur le CAC 40. Cette structure de creux arrondi existe aussi sur l'Eurostoxx 50, engageant une cible technique qui est simple, elle se situe à 4700 points. J'estime donc que cette semaine, la bourse de Paris rejoindra les 4700 points. Et après, il ne faut pas s'emballer parce que c'est un seuil important et c'est probablement une frontière technique qui partage, qui nous sépare de la reprise d'une phase haussière de moyen terme et je ne pense pas que le marché la refranchira du premier coup. Alors on a une fenêtre temporelle parce que la volatilité qui était créée par Shanghai là n'est pas présente, les places boursières sont fermées. L'idée c'est quoi? C'est que ces 4700 points je pense seront atteints avant jeudi.
tout cas d'ici la fin de semaine. Donc, voilà, les choses se passent plutôt bien dans le sens de ce scénario. Laissez-moi maintenant revenir sur l'Eurostoxx 50 et le CAC, puisque je n'ai pas pu réellement en parler depuis ce matin, étant donné que j'ai animé l'émission Good Morning Euro-Dollar. Ce qui m'intéresse beaucoup sur le CAC, sur l'Eurostoxx 50, c'est d'une part que cet indice boursier, dites-vous bien, que tous les investisseurs internationaux le regardent, mais vraiment de très près. Je vous rappelle que le niveau des 3000 points est un support pluriannuel. Je vous invite à observer notamment les chandeliers japonais hebdomadaires de l'Eurostoxx 50. C'est du massif. 3000 points, ça a été fortement acheté en 2013, fortement acheté en 2014, à nouveau fortement acheté. 3000 points, c'est surtout 10% en dessous du prix moyen des actions européennes lorsque le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne a été engagé. Et sur l'Eurostoxx 50, eh bien, je vise 3300 points. Un rebond à 3300 points, par contre, 3300 points, il va falloir par contre se détendre. Alors, voilà donc comment je vois les choses. Alors l'idée, c'était bien sûr de mettre à profit un mouvement de retour pour se placer. Sur l'Eurostoxx 50 et le CAC, on n'a pas vraiment eu ce matin de pullback à 3140 points. Forcément, ils sont plus forts parce que mieux représentés en valeur matière première. Par contre, le DAX a fait un pullback parfait. Le DAX, le pullback, je vais vous le montrer, il était juste parfaitissime. Je vais juste remettre le watermark qu'on y voit clair. On va mettre ça à droite. Voilà, hop là. Donc le DAX, pardon, je vais vous le montrer en H4. Voilà, le DAX, il y a eu aussi le rounding bottom sur le support décisif des 9340 points. Regardez le chandelier H4 de ce matin, c'est le pullback parfait sur 9740. Vous ne pouvez pas demander mieux. Alors ça a été violent, volatile, oui, parce que le marché n'est que dans un rebond technique et que cette phase de stabilisation conserve sa dimension volatile parce que les risques, en tout cas la perception par le marché des risques fondamentaux ne sont pas levés comme ça du jour au lendemain. Admettons tout de même que les NFP du mois de septembre ont quand même permis d'écarter le scénario d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds cette année. Par contre, ce scénario n'a pas disparu. Et ça, c'est par contre quelque chose que vous pouvez constater sur le marché des changes, avec un dollar US qui globalement reste dans un range. Tout en haut, mais dans un range. Alors, il ne va pas dépasser les résistances. On n'a pas les éléments macroéconomiques qui l'autorisent. Alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, j'y pense. Les résultats trimestriels démarrent jeudi avec Alcoa. Alcoa, c'est important parce que c'est le secteur des matières premières et notamment des métaux industriels, un secteur massacré et en lien direct avec les fondamentaux réels et surtout la Chine, donc c'est très important. Mais surtout, le marché là parle beaucoup des politiques monétaires, des taux d'intérêt, mais a besoin de se raccrocher maintenant aux nouvelles perspectives de profit. Et ces perspectives de profit, elles vont surtout être établies par le management des entreprises. Alors, c'est pour ça donc que cette saison des trimestriels a vraiment ici une importance majeure. Le DAX, il a fait son pullback, il a réagi violemment. La stratégie d'achat a été bien couverte, bien suivie par notre analyste Sylvain. Maintenant, il faut se détendre. Le marché, il est revenu donc sur ce niveau des 9746. Alors, les 9746, c'était précisément la ligne de coup de cette structure en formation arrondie. Le marché est revenu dessus et a construit une espèce de structure en biseau descendant. Je dirais qu'il a réellement donné le signal d'achat tout à l'heure à 10h10. À la clôture 5 minutes de 10h10, il a donné le signal d'achat en cachure 5 minutes. On est sorti par le haut de cette compression, donc 9780. Depuis, le marché s'envole. Il est revenu d'ailleurs à la base ici de cette pattern en wedge. Donc je pense désormais que les 9825 sont support. 9825 support. On a le point de décrochage de ce matin qui peut être potentiellement rallié dans l'après-midi. Ce sont les 9865. Alors, pourquoi pas envisager un DAX prolongé, même si là, vous êtes hors timing pour l'intraday. Le timing, c'était 10h10. La cassure intraday du biseau. Malgré tout, c'est bullish, c'est haussier. Et je pense que le DAX, même s'il sous-performe, il peut prolonger. Pourquoi pas donc envisager de revenir chercher les 9865 points, qui sont donc le point de décrochage de la matinée. En tout cas, voilà, on a fait l'essentiel. Le timing, c'était ce matin. Maintenant, je n'abandonne pas davantage d'objectifs de cours pour la semaine, et notamment, vous l'avez compris, les 4700 du CAC 40.
Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces indices boursiers européens. Si vous vous intéressez à d'autres marchés comme le MIB et l'IBEX ou le FTSE, faites-le moi savoir. J'insiste à nouveau sur la très belle configuration technique du marché action de Londres, tout simplement parce que le FTSE 100 est fortement représenté en compagnie pétrolière, en entreprises parapétrolières et surtout en grands producteurs internationaux de métaux industriels. Il y en a vraiment une grosse quantité dans le FTSE, et étant donné que les matériaux de base, les matières premières dans leur ensemble et l'énergie surtout, sont les secteurs qui sont le plus recherchés depuis vendredi, en Europe actuellement il faut privilégier le FTSE. Alors lui m'intéresse beaucoup parce qu'il est en avance sur l'Eurostoxx 50, il a cassé d'ailleurs les 6250 points, et je pense que le FTSE, la bourse de Londres, peut donc prolonger en direction des 6430 points. Donc, je reste pour la suite de la semaine, fermement haussier sur le CAC pour viser 4700 points, fermement haussier sur l'Eurostoxx 50 et fermement haussier sur le marché de Londres. Quand en intraday, le DAX peut, malgré la sous-performance du secteur automobile et du titre Volkswagen, prolongé en direction des 9865 points. Alors voilà, ça c'est le topo que moi je pouvais vous proposer sur les indices boursiers. J'espère que vous le sentez, que ça vous paraît assez clair. Maintenant on va parler du dollar américain. Le dollar américain, ne soyez pas surpris. Il ne décroche pas, mais il ne montera pas non plus. Pour la simple et bonne raison que les dernières semaines n'ont pas réellement rendu clair l'approche de la Réserve fédérale des États-Unis. Une semaine, on a des discours au quiche, la semaine d'après, plutôt dovish. Lorsqu'on regarde les probabilités implicites établies sur le prix des contrats futurs du taux d'intérêt des Fed Funds échéance par échéance, on constate que le scénario d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds n'a pas disparu. C'est-à-dire que ce scénario est toujours présent, sauf que sur l'échelle du temps, il s'est déplacé. Il était avant concentré sur le dernier trimestre de l'année 2015, il s'est déplacé sur, allez, on va dire le premier semestre de l'année 2016. Bon, alors l'US dollar index de FXCM, en dépit de tous ces chiffres macroéconomiques, depuis la mi-septembre, il ne se passe rien. Ce marché évolue dans un range entre 12 000 et 12 100 points. Mais je vous laisse calculer en pourcentage ce que représente le range 12 000, 12 100, et vous allez réaliser que c'est rien du tout. Donc, l'US dollar index est parfaitement anémique, ce qui permet à un certain nombre de devises d'exprimer leur tendance directionnelle, notamment les dollars des matières premières. Alors, je vais commencer par ces dollars des matières premières. J'insiste notamment sur ce que j'estime être encore une opportunité avec un potentiel positif, c'est le taux de change NZD-USD, notamment depuis la cassure de la ligne de coup d'un double bottom ici établi à 0,6236 dollars canadiens. Je pense que le taux de change NZD-USD peut remonter en direction des 0,66 dollars. C'est ce que je pense en tout cas tant que le marché préserve le support à 0,6456 dollars. Et en H1, je mets en évidence cette ligne de tendance haussière qui pourra être exploitée. Le GBP-USD, je ne sais pas ce qu'il prépare, j'ai l'impression que soit il est au bord du gouffre, soit il faut le payer. En tout cas, c'est un support important, 1,5160 dollars. Regardez vos chandeliers weekly, vous allez voir de quoi je parle. La livre sterling, j'ai vraiment du mal à comprendre. Elle a subi un gros choc début septembre et depuis il ne se passe plus rien. Alors j'attends de voir un peu ce que va nous raconter la Banque d'Angleterre jeudi. Et c'est probablement ce qu'attend le marché. Le positionnement fondamental des banquiers centraux de la Banque d'Angleterre. Et ça, cette information, bien on en prendra connaissance que jeudi. D'ici là, le GBP-USD entre le scénario de l'effondrement de 300 pips ou du rebond de 300 pips, j'arrive pas à trancher. Je sais pas. En tout cas, on est sur une zone, on est au bord du gouffre, mais on n'a pas encore mis un pied dans le gouffre. Parce que le principe d'un corps, lorsque vous mettez un pied dans le gouffre, généralement, il tombe en entier. Ça va être difficile de résister à l'attraction. Sauf que là, il est juste au bord, mais il n'a pas encore mis un pied. Donc, je sais pas, il attend. Il attend et j'aurai l'occasion, je pense, d'en reparler. Alors, ce qui m'invite à rappeler
pour des raisons intermarchés qui sont que la reprise des marchés actions est liée au secteur des matières premières, je pense que face au dollar américain, il faut vous concentrer sur l'achat des dollars des matières premières, notamment australiens, néo-zélandais et canadiens. Admettons que pour le dollar canadien, le repli l'USD CAD a déjà bien chuté, mais je pense que cela peut se prolonger en direction des 1,30, voire 1,2850, mais pour cela, il faut que le pétrole confirme, et ce satané pétrole parvient toujours pas à sortir par le haut du triangle dans lequel il évolue depuis un mois. Cependant, je conserve une anticipation de stabilisation, voire un biais haussier, tant que ce marché tient le prix des 44 dollars. J'ai le sentiment qu'on pourrait monter à 49. Le taux de change AUD-USD, c'était la stratégie technique de la fin de semaine dernière, un double bottom. Bon, je pense que là aussi on peut prolonger en direction des 0,7150 tant que le marché tient les 0,7080 dollars. Alors, on va évoquer maintenant le taux de change euro-dollar. J'en ai beaucoup parlé ce matin dans l'émission qui lui est consacrée, le Good Morning Euro-Dollar. Simplement pour vous rappeler un certain nombre de choses, que ce marché à moyen long terme, tant qu'il se maintient sous les 1,1450 en clôture weekly, a au-dessus de la tête le trend baissier en place depuis les 1,40 qui lui donc appuie dessus. Mais à court terme, c'est une imbrication de range. Le support majeur des 1,11, parce que ce support a tellement fait réagir les cours que je pense que c'est un support majeur. Et puis donc cette ligne de tendance baissière en place depuis le 24 août, qui a été fermement vendue d'ailleurs après l'accélération du NFP, qui a été vendue hier à l'ouverture de la session européenne sur le marché des changes. Et à court terme, on évolue dans cette espèce de canal à faible pente, coincé entre les 1,11 dollars et cette ligne de tendance. Je délimite donc un range de 200 pips, compris entre 1,11 dollars et 1,13 dollars. Honnêtement, chers auditeurs, l'euro-dollar, il n'y a rien à y faire au niveau actuel des cours, si ce n'est exploiter ces bornes extrêmes pour intervenir. Alors, si vous êtes à la recherche de directionnel, vraiment, je pense qu'il faut vous concentrer sur l'USD CAD, le NZD USD et l'AUD USD. Je pense que l'USD CAD peut se replier en direction des 1,30-20 et que le NZD USD peut prolonger sa hausse en direction des 0,66 dollars. On en reparlera d'ici la fin de la semaine. Voilà donc pour les indices boursiers de la zone euro, les paires majeures. On va parler un peu maintenant des marchés de taux, et notamment du contrat de taux allemand Bund, sur lequel je défends la hausse depuis longtemps, et notamment le printemps dernier avec ce canal chartiste, et surtout deux raisons. La première, l'environnement général des taux obligataires au sein de la zone euro. Les spéculations quant à un renforcement du programme d'achat de titres de dette par la Banque Centrale Européenne. D'un point de vue technique, ce marché a franchi le niveau des 156 que je visais. Le fait d'avoir franchi le niveau des 156 m'invite à défendre davantage de hausse. Le marché a rejoint les 157,50, la partie haute du canal. Alors, il y a bien sûr l'anticipation directionnelle, ensuite il y a le rythme du marché. Ce marché ne monte pas de manière verticale, ce qui signifie qu'il ne faut pas l'acheter sur tous les supports. Je pense qu'on peut se replier à court terme, parce qu'à court terme, les actions sont bullish. Donc, ce qui est là défavorable cette fois-ci au marché obligataire en tant que classe d'actifs refuge lorsque les marchés actions chutent, et encore de manière marginale. Donc, à court terme, on temporise parce qu'on a fait une shooting star dans le haut du canal. Donc, on peut se replier vers 156 et on verra si le niveau des 156 attire les capitaux. L'once d'or, je pense que ce marché est actuellement positionné sous la ligne de tendance baissière annuelle. Alors qu'est-ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière annuelle? C'est l'oblique chartiste qui attrape tous les sommets depuis le mois de janvier 2015. Alors bon, j'avoue, c'est compliqué parce que on voit qu'elle agit à la baisse, mais on a surtout cette jambe de reprise haussière du 2 octobre. À court terme, l'once d'or il partage un peu le destin de toutes les matières premières. Alors même si c'est pas un métal industriel, il profite quand même de la reprise des matières premières. Mais voilà, l'once d'or c'est pas le pétrole, c'est pas le cuivre, etc. Donc je m'en méfie toujours parce que le dollar US ne décroche pas. Ce serait différent si le dollar US venait vraiment à décrocher. Ce qui pourrait faire décrocher le dollar US, c'est si le prochain rapport NFP est lamentable. Là, c'est fini quoi.
Euh, donc peut-être que le marché lui accorde encore le bénéfice du doute. Et si le mois de septembre n'était qu'un trou d'air sur les créations d'emplois. Le marché il a toujours besoin un peu de confirmation. Donc on a un peu cette phase d'attente. Le XAUUSD à court terme, il teste l'oblique baissière depuis le début de l'année. Moi c'est simple, tant qu'on est sous 1150, je crois pas à la hausse. On franchit 1150, ok. Là, j'arrête. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et je ne serai pas non plus agressivement short, hein, parce que y a quelque chose du côté des matières premières qui m'invite à rester quand même méfiant. L'US Oil, alors décidément l'US Oil ne veut pas le faire, mais bon, j'y crois toujours. Au-dessus des 44, eh bien je vise 49. Voilà. Donc on verra si on y va ou pas. Si on n'y va pas, eh bien on n'ira pas. En tout cas, j'abandonnerai l'anticipation positive si le marché brise les 44 dollars. Ensuite, de quoi n'ai-je pas parlé? Eh bien, j'ai pas évoqué les paires croisées. Je vais notamment revenir sur celles que j'ai récemment évoquées. Et ensuite, laissez traîner vos questions, j'y répondrai. Alors, tout d'abord, le GBP CAD. Le GBP CAD qui a donc cassé la ligne de couille d'une structure de sommet en épaule, tête-épaule. Je pense qu'on peut se replier davantage, notamment tant qu'on se maintient sous les deux. Le marché peut revenir carrément à 1,95. Et donc je pense qu'il faut exploiter les rebonds techniques pour vendre. En tout cas, j'ai pas encore d'indication de fin de baisse. Première résistance intraday, elle se situe à 1,9950. Et voilà, on est toujours dans un trend qui est négatif. Après, la meilleure façon d'accompagner un trend, c'est de tracer des lignes de tendance. Il y a la possibilité de trouver des canaux de baisse, des choses comme ça. Pour ça, je vous laisse un peu vous-même procéder à ce tracé de chartiste. Mais on a probablement ce canal, ici, hein, sur les chandeliers H4 du GBP CAD. Alors un mot sur l'euro GBP parce que il y a régulièrement une question, donc, des questions j'anticipe, et puis après je me laisse guider par vos questions. L'euro GBP c'est comme le GBP USD mais à l'envers. C'est-à-dire que le GBP USD il est positionné sur un support majeur à 1,5160 dollars. Mais ça casse pas, et ça rebondit pas non plus. L'euro GBP il est en position sous résistance à 0,7450, ça passe pas, mais il n'y a pas de rejet non plus. Que nous prépare la livre sterling? Pas évident. Sur les actifs britanniques, j'ai simplement la conviction que le FTSE 100 a du potentiel haussier, parce que les indices boursiers ont encore du potentiel haussier, et parce qu'en Europe, c'est l'indice qui est le plus composé de titres matières premières. Vous avez des grosses compagnies minières dans le FTSE, vous avez des grosses compagnies pétrolières. Donc, c'est pour ça que le marché action de Londres, pour l'euro GBP, je suis mal à l'aise. J'ai le sentiment que l'euro GBP ne passera pas la résistance. Mais il faudrait casser un support. Si vraiment il repassait sous les 0,73, ok. Là, il est en position d'attente et je ne sais pas ce qu'il nous prépare. Ok. Allez, maintenant je réponds à vos questions sur les paires croisées, toutes. Si un jour j'ai pu en parler de certaines, n'hésitez pas à les mentionner. J'ai peut-être eu tort ou raison. Ça, on verra ce que a fait le marché. Ah, peut-être un mot sur le GBP, la UDNZD. Là, j'ai l'impression que c'est le moment. Là, il y a une divergence haussière en H4. On est sur le support majeur. Ah ouais, la UDUSD, ça commence à être sérieusement intéressant là. Il fait un reversal. J'ai le sentiment qu'il a fait un piège baissier sous les 1,0912. Potentiellement, on a une div H4. Alors, je vais voir simplement. Alors, pour l'instant, il faut peut-être pas encore s'emballer. On est encore dans ce canal, donc faut pas s'emballer. Mais ouais, je commence à me dire que il nous fait quelque chose sur ce support. Je vais monter d'un horizon de temps. Alors on voit que c'est pas évident, on voit que le RSI avait habituellement formé un support sur ce niveau en daily.
ce que nous enseignent les chandeliers journaliers, c'est qu'il faut un début de réaction. C'est pas gagné, hein, donc il faut pas s'emballer, mais je dirais que sur la UD NZD, il va falloir vraiment surveiller la sortie de ce canal, parce que si on en sort, là, il y a un potentiel hein, pour remonter, par exemple, en direction des 1,1180, qui était la ligne de coup de cette structure de sommet arrondi. Bon, à surveiller en tout cas, à surveiller. Ah oui, et l'USD Yen dans cette affaire, pas grand chose. Le range que vous connaissez toutes et tous, 118,50, 121 yens. Alors hier j'étais haussier pour viser 121. Durant la session asiatique on a fait 120,60, 50. Bon, est-ce que j'abandonne mon anticipation haussière? Eh bien non, pas encore. Même si j'admets que le problème de l'USD yen, c'est que le yen baisse, mais que l'USD il fait plus rien, et même légèrement sous pression. Donc il y a probablement des paires en yens plus intéressantes. Et notamment le NZD yen. Étant donné que le dollar néo-zélandais bénéficie du rebond des prix des matières premières, je pense toujours que le NZD yen peut rejoindre les 78,85. Bon, ce qui correspond plus ou moins à cet objectif que j'ai établi sur le NZD USD à 0,66 $. Allez, j'arrête mon point de marché. Enfin, j'arrête, je réponds à vos questions. GBP CAD, j'en ai parlé. Alors, Alban, alors vous avez des coupures de vidéo, je ne sais pas si ça concerne d'autres personnes, ça peut être dû à votre flux, il y a en effet probablement du monde dans les émissions, donc c'est aussi ça qui peut agir. Après, ça dépend, mais des moments. Après, il y a l'enregistrement que vous pourrez revisualiser juste après sur la chaîne YouTube, hein, DailyFX France. Vous tapez sur Google YouTube DailyFX France et vous avez toutes nos émissions, donc là c'est le morning meeting et vous avez tous les enregistrements qui sont classés par catégorie, donc allez-y. Alors la balance commerciale US, Cédric Métral, vous avez payé l'Eurostoxx 50, et bien vous êtes dans le bon sens. La balance commerciale américaine, si il y aura un impact malgré tout sur le dollar américain. Alors j'ai deux questions sur l'euro AUD et l'euro yen, donc j'y vais de ce pas répondre. Alors, l'euro yen, il va falloir, je vais être honnête, hier j'étais aussi sur les paires en yen, je suis toujours, et je l'étais aussi sur l'euro yen. Eh bien, invalidation sur l'euro yen, parce que ce satané euro, il est faible. Il est faible, il a reculé hier, parce que globalement, dans la zone euro, la croissance du secteur privé, en tout cas dans le secteur des services, il a ralenti en septembre. Alors, il ne s'est pas contracté, il a ralenti. C'est toujours un peu ce thème. Les marchés réagissent vraiment par rapport au rythme. Parfois la croissance accélère, parfois la croissance décélère. Ce qui a fait chuter les actions au troisième trimestre, c'est la décélération de la croissance économique mondiale. C'est-à-dire que le marché pendant longtemps s'était projeté, je ne sais pas, sur 5% de croissance pour le PIB mondial en 2015. Finalement, ce sera que 3,5%. Les anticipations avaient été établies sur 5%, si ça tombe à 3,5% de croissance, eh bien tout est réajusté, les perspectives de profit, donc les objectifs de cours sur les actions, etc. C'est simplement ça. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de croissance économique mondiale ou que c'est négatif. C'est simplement positif, mais moins positif qu'avant. C'est ça les marchés financiers. Donc l'euro yen, invalidation, puisque le marché n'a pas confirmé la cassure des 135. L'euro yen, décidément, je vais arrêter de m'y frotter parce que c'est quand même la confrontation des deux devises de financement sur le marché d'échange, celles qui ont des taux d'intérêt faibles. Et donc, je n'y perçois pas de tendance. J'aurais dû conserver mon anticipation neutre. J'ai eu tort hier. Et donc, là, je ne vais pas à nouveau m'y frotter. Par contre, pour ce qui est de l'euro AUD, l'euro AUD se replie à court terme. Je vais monter sur un horizon de temps supérieur parce que le dollar australien se renforce. Le dollar australien se renforce parce que le prix des matières premières rebondit. Alors c'est un rebond technique. Je pense que l'euro AUD a déjà quand même exprimé une partie importante de son potentiel de baisse. Je pense malgré tout que cela peut se prolonger. J'attrape ici cette ligne chartiste.
et je conserve un biais plutôt baissier sous les 1,58. Après voilà, on revient, il y a quand même cette zone support entre 1,55 et 1,56, le marché peut peut-être aller la rechercher. Je vais ici aller voir en H1. Oui, bon. Après voilà, l'idée c'est quoi? Moi je vous présente des vues de marché où je peux avoir des convictions fortes comme les indices boursiers, comme le NZD-USD, des choses comme ça. Après, parfois, je n'hésiterai pas à dire, plutôt que dire des bêtises, que sur un actif, il n'y voit pas clair. Bon, eh ben, l'euro AUD et l'euro yen, j'ai beaucoup moins de limpidité que sur l'AUD-USD ou que sur le NZD-USD par exemple. Alors, pourquoi vous ne proposez pas de vue sur le CHF? Alors, c'est vrai que je m'en occupe un peu moins du CHF. Malgré tout, j'assure quand même une couverture de l'USD-CHF. L'USD-CHF a réagi sur le support à 0,9677. Peut éventuellement pousser à 0,9798, mais là aussi, bah, c'est pas, c'est un range de toute façon. Au-dessus des 0,9670, j'ai plutôt une anticipation positive. Par contre, on constate quand même que les 0,98 sont souvent vendus. C'est un range de 130 pips. Bon, à court terme, je pense quand même qu'on peut aller rechercher les 0,97, 98. Alors, vous voulez des vues sur le CHF. Euh, le CHF Yen teste actuellement une ligne de tendance, alors que je vais essayer d'attraper au plus près en utilisant un outil précis. Voilà, cette ligne chartiste. J'en parle moins du CHF parce que, admettons aussi que la Banque nationale suisse, avec ses interventions sur le FX sans prévenir, elle peut semer un peu le doute. Admettons aussi que cette ligne de tendance en données journalières sur le CHF Yen, elle est pas mal. Pourquoi pas envisager un scénario positif si le marché refranchit les 125 yens. Ce qui est certain, c'est que pour gérer son risque, pour parler clairement, pour placer un stop, la ligne de tendance, là, elle est pas mal. Donc voilà, USD CHF, mais j'ai une préférence pour le CHF Yen au-dessus des 122. Après, si ça cède, ce sera sérieusement compliqué. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Donc ainsi s'achève le morning meeting. Prochain point de marché 13h, le 13h des day traders avec Sylvain, notamment l'actualisation, le suivi du DAX, du CAC et de l'euro-dollar en intraday. Quant à moi, il me semble que je vous retrouve à 15h15 pour le suivi des indices boursiers américains. Et je pense d'ailleurs que ces indices boursiers américains conservent un potentiel à court terme. Rappelez-vous, hier, j'avais fixé une cible à 2000 points sur le SP500. Est-elle encore valable? Eh bien, la réponse tout à l'heure. Merci à tous et à tout à l'heure.